commencer avec toi, Camille, de toute façon. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver parmi nous pour ces séances de webinaire du mercredi de l'international en région Nouvelle-Aquitaine pour les technopoles. Aujourd'hui, c'est un beau sujet. Là, je viens de lire il y a quelques minutes que la Chine allait fêter, je crois que son 72e anniversaire de la République démocratique de Chine. Donc, finalement, c'est un pays très jeune si on regarde comparativement. Par contre, c'est probablement un pays et une culture très, très ancienne. Et c'est d'autant plus problématique qu'elle est différente et qu'elle est éloignée de notre territoire. Donc aujourd'hui, on a voulu faire ce webinaire de façon à donner un peu plus d'informations à nos entreprises de façon à appréhender cette question de la Chine qui est aujourd'hui, comme tout le monde le sait, le premier marché du monde et probablement celui qui présente encore le plus de croissance dans les prochains temps, position qui devient également dominante. Et tout ça, ça fait peur. Alors, pour nous rassurer, on va avoir aujourd'hui trois intervenants qui vont nous parler de la Chine et je suis sûr, pour les avoir déjà entendus lors de précédentes interventions, ils vont être passionnants et vont nous faire découvrir les opportunités. Et j'espère que ce sont plus sur cet angle-là qu'on va regarder la Chine. On laissera les médias vous parler du reste. Mais soyons focus sur, et soyons positifs aujourd'hui sur les opportunités que présente la Chine. Donc, je vais laisser la parole à Camille qui va intervenir dans un premier temps sur une trentaine de minutes pour nous parler de son expérience et des différents tricks and tips de la Chine. Voilà. À toi, Camille, je te laisse la parole. Et merci pour votre présence. Merci beaucoup, Marc. Bonjour à tous. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui sur ce beau sujet qu'est la Chine. Alors, je vais intervenir pendant une petite demi-heure et puis ensuite, Arnaud Desrantes d'Exoes viendra témoigner de son expérience et de l'intérêt de la Chine pour les startups de la région Nouvelle-Aquitaine. J'espère que vous voyez bien ma présentation. C'est bon? C'est Oui. parfait? Parfait. Écoutez, d'abord, je vais rapidement me présenter. Donc, Camille Verchery, alors, je suis de formation école de commerce avec un MBA de l'Université de technologie de Dalian en Chine. Je parle bien sûr couramment chinois. Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai monté VVR International. Et en fait, on a un prestataire de services, de conseil et de services spécialisé dans l'assistance au développement industriel et commercial en Chine. Alors, on s'est pas mal développé avec le temps, mais vous allez comprendre l'intérêt de cette petite slide, c'est comprendre en fait l'évolution de notre société, en fait l'évolution du rôle de la Chine dans le monde. Entre 1999 et 2008, la Chine, c'est l'usine du monde. Donc, en fait, tous nos clients nous demandent de les aider à faire du contrôle qualité, faire du sourcing, faire du développement produit. Dès 2004, il y a des idées de localisation de production, de montée en compétences de fournisseurs, de transfert technologique. Donc, il y a ce deuxième département qui se crée. Et en fait, avec le temps, j'ai appris que la Chine se professionnalisait. Et donc, j'ai embauché, je me suis associé avec aujourd'hui des directeurs associés. On est 6, chacun étant spécialisé par secteur, en fait, avec au moins 15 ans d'expérience. Donc, ce sont plutôt des Français ingénieurs. Donc, un sur la partie, justement, sur cette partie achat-production. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, c'était la crise mondiale. Pour vous donner une idée, à l'époque, VVR, c'était 90 collaborateurs, 180 millions d'euros d'achats sous gestion. On externalisait tous les achats de Potin, Lot, Manitou, Ligier, Air Liquide, Areva, Vicat, etc., etc. Ça marchait bien. Bon, c'est la crise. Et là, nos clients nous disent, maintenant, il faut qu'on vende en Chine. Et donc, on s'est développé en B2B d'abord, pour aider à vendre en B2B. Et finalement, ça a bien marché parce qu'on avait appris 3 choses. Un, à bien négocier, 2, à capter de l'information et 3, à monter des équipes. Donc ça, c'est des équipes dédiées avec des vraies compétences techniques. Donc ça, c'est bien marché. Donc B2B, online, offline, mais ça, c'est que depuis 2015, à peu près que vraiment Internet joue. Et depuis 2015, la Chine, c'est toujours l'usine du monde, c'est toujours le marché du monde, mais c'est devenu la banque du monde. Donc, il y a une problématique de recrutement et souvent de localisation d'équipes, de portage. Et enfin, depuis 2015, on va dire depuis 2018-2020, la Chine, c'est en train de devenir le centre d'innovation du monde. Donc, il y a des problématiques de fusion-acquisition.
Voilà un peu l'activité. Donc, on a aidé plus de 850 sociétés. Mon département, puisque moi je m'occupe du département partenariat stratégique FUSAC, on a plus de 200 projets réalisés. Voilà, on a 80 collaborateurs dans des secteurs très différents, avec une vraie appétence, par exemple, pour le médical, hein, avec un directeur associé. Et on est membre de Globaliance. Globaliance, c'est un groupement de sociétés comme nous, spécialisées par pays. Nous, on est le membre Chine, puis vous avez là le membre Inde, États-Unis, Japon, etc., etc. On couvre 44 pays. Alors, on est partenaire de différents clusters et bien sûr de Serena Startup, bien évidemment. Alors, VVR en Chine, donc on a des bureaux, nous, à Paris et à Lyon. On a plus de 70 collaborateurs en Chine, avec toute une équipe à Shijiazhuang, qui est un peu le Saint-Étienne de la Chine, parce que moi, je viens de Saint-Étienne. On a 3 personnes à Pékin, on a une vingtaine de personnes à Shanghai, 2 personnes à Ningbo, 2 personnes à Taïwan et 6 personnes à Canton. Après, on a des gens en portage un peu partout, en plus des 70 en Chine. Alors, le métier compétences FUSAC, donc mon département, et c'est un peu les exemples, les business cases que je vous présenterai aujourd'hui, parce que en tant que start-up, se développer en Chine, c'est souvent lever des fonds, hein, pour accéder au marché chinois. Mais donc, c'est réfléchir à la stratégie de partenariat, à screener les bons partenaires, à les qualifier d'un point de vue compétences industrielles, opérationnelles, gestion de projet, commercial, etc. C'est comprendre leur structure juridique, administrative et financière. Et finalement, je reviens toujours là-dessus, mais se développer en Chine, c'est surtout développer un projet industriel. Pas une question de valorisation, finalement, la Chine. Le marché est tel que ce qui est important, c'est quelles sont les synergies et quelle est la capacité à développer un projet industriel pour derrière, après, mettre en place toute l'organisation. Donc ça, c'est les grandes fonctions que le département offre. Alors, je me suis présenté en 2 minutes, mais l'important, et on va y arriver, c'est finalement réfléchir à la Chine, son évolution, et est-ce qu'aujourd'hui, cette évolution est favorable? Il y a une housse. Pardon? Ah, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. Donc, l'idée, c'est de réfléchir à la Chine dans son évolution. Est-ce que cette évolution est favorable pour les startups de la région Nouvelle-Aquitaine? Et de façon générale, est-ce que faire du business en Chine, ça se développe ou est-ce qu'au contraire, tout s'arrête pour des raisons qui peuvent paraître dans les journaux? Donc, on va parler de tout ça, hein. Je vais passer les différents points en revue. Et ensuite, on va rentrer dans des business cases. Je vous ai préparé 3 business cases très concrets et après, je laisserai la parole à Arnaud et bien évidemment à Business France qui nous fera aussi part de toute son expérience et de tout l'écosystème et toutes les fonctions qu'ils ont su mettre en place sur ce beau pays. Alors, on va commencer par le point, le pain point, comme on dit, le point difficile. Hein, la Chine aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, hein, mais elle est mal vue par les puissances démocratiques. Hein, soyons clairs, c'est bien les puissances démocratiques qui ont une mauvaise vision de la Chine. C'est moins le cas de la Russie, de la Turquie, certains diraient, ou même de la Corée du Nord. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est mal vue finalement? C'est d'abord un manque de transparence. Hein. On l'a bien vu avec le Covid, on se pose beaucoup de questions, cache de l'information, bon, ça c'est un vrai problème. Et la deuxième problématique, c'est cette impression qui copient, qui utilisent, qui profitent, voilà, d'un point de vue industriel sur la compétence et la propriété industrielle. Ça, c'est les 2 gros points qui sont reprochés à la Chine, au-delà des aspects qui ne sont pas des aspects dans lesquels je vais rentrer, de droits de l'homme, etc. Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ne serait-ce qu'au niveau business, hein, c'est les 2 grands points. Alors, il y avait 2 autres points qui étaient beaucoup mis en avant, mais qui s'opposent un peu. C'est la volonté expansionniste. Effectivement, quand Xi Jinping est arrivé, il a dit, bon, on va aller, nouvelle route de la soie, on va s'étendre. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. On dit, tiens, la Chine se replie. Et les 2 points sont justes. Hein. La Chine a essayé justement de se développer à l'international, a vu qu'elle avait des difficultés. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'argent dans cette histoire de One Belt, One Road. Et aujourd'hui, il y a un retour. Mais on voit bien, et la Chine, depuis 20 ans que j'y suis, est comme ça fonctionne par cycle. C'est une roue qui tourne. Et donc, ne doutons pas qu'elle va encore évoluer. En revanche, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la Chine va certainement rester fermée jusqu'à fin 2022, même si bon, tout peut changer du jour au lendemain en fonction des desiderata du gouvernement, vous le savez. Alors, tout ça, ça donne quoi quand même? Ça donne, il faut le dire, et c'est paru récemment, c'est pour ça que j'ai rajouté cette petite image, mais les pays démocratiques, le Japon en tête, ont une vision très négative de la Chine, puisque 88% des Japonais sont assez défavorables, une opinion défavorable de la
Chine. Les Japon, ça a toujours été le cas, mais il y a quand même un certain nombre d'autres pays, comme les Allemands, la France et le Royaume-Uni, qui étaient beaucoup plus positifs et qui ont baissé. On notera quand même que la France est peut-être finalement le pays le moins défavorable, on va dire plutôt comme ça, à la Chine. Mais bon, tout ça, c'est dans les limites d'un sondage. Alors, ceci étant dit, moi, je mets toujours en rapport la Chine par rapport aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont une démocratie et pourtant, eux nous font vraiment souffrir. Ils n'hésitent pas à taxer nos produits français, ce qui n'est pas forcément le cas en Chine. Donc, taxer les produits français, la cosmétique, la maroquinerie, le vin, etc. Je rappelle que les États-Unis, sur une histoire de gestion de devises, a imposé à Microsoft d'avoir accès à l'ensemble des emails de BNP Paribas sans que BNP Paribas le sache. Donc, quand même, on imagine le tribunal américain a décidé quelque chose et Microsoft s'exécute. C'est un peu souvent ce qu'on reproche au gouvernement chinois. Ça a coûté qu'à 9 milliards à BNP Paribas et ça a fait sauter Baudouin Pro. Donc, on est quand même sur des positions qui peuvent être assez dures. Et bien évidemment, récemment, le sous-marin Gate montre que les États-Unis pensent à eux et pas forcément à l'Europe et écrasent derrière les gens qui ne sont pas dans leur sillon. Donc, ne soyons pas dupes du fait que cette guerre, entre guillemets, cette guerre froide économique, elle est à tous les niveaux. Et donc, en conclusion, moi, je dirais qu'il ne faut pas subir l'internationalisation. Il faut être un acteur de cette internationalisation. Sinon, finalement, on reste toujours dans nos visions manichéennes qui vont au fil des visions des journalistes. En gros, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour faire du business. Et le business, il faut aller le chercher là où il est. Parce qu'à la fin, c'est ça qui gagne. Ceux qui ont le business continuent à faire le business et malheureusement, très souvent, écrasent les autres, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, américains ou chinois. Alors, ceci étant dit, quid de la Chine? La Chine, aujourd'hui, c'est une classe moyenne qui se développe très rapidement. Et ça n'est jamais été vu dans l'histoire. Ça fait 20 ans que la Chine croît à hauteur de 10% par an et c'est une réalité. On vient de faire un recrutement dans le domaine médical. La personne, un PhD, quelqu'un de très compétent, recruté par une entreprise française, c'est 300 000 euros de salaire annuel brut, plus. Dans le monde de l'hydrogène, on a fait un recrutement, le salaire du gars, c'est 10 000 euros net. Et je ne parle pas d'un CEO d'une boîte de 200 personnes. Je parle d'une personne technico-commerciale embauchée par une PME, donc moins de 60 millions d'euros française, pour agir sur ce marché et développer le business pour cette PME française. Donc, je ne dis pas que tout le monde a des business models qui permettent ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens coûtent cher en Chine. Là, je suis allé un peu trop vite. De la même façon, il y a un double effet, c'est croissance des salaires et en même temps, croissance des taxes sur les salaires, puisque le gouvernement, et Xi Jinping l'a rappelé le 1er octobre, souhaite taxer les riches pour donner aux pauvres et pour permettre d'avoir une meilleure qualité de vie pour les pauvres. D'ailleurs, personne n'en parle, ce qui est plutôt assez, on va dire, européen, cette vision-là, et il le fait vraiment. Et donc, avant, on taxait essentiellement à travers la TVA. Et maintenant, on taxe aussi à travers justement tout ce qui est taxation sur les salaires. Avant, l'État chinois fixait uniquement la TVA. Autrement dit, il taxe très peu les entreprises. Enfin, c'est pas qu'il taxe peu les entreprises, c'est qu'il ne regarde pas beaucoup, il ne contrôle pas beaucoup les taxes sur les bénéfices des entreprises. Ils préfèrent focaliser sur la TVA et maintenant sur les salaires. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui sont salariés peuvent dénoncer leur employeur et ça permet de contrôler. Alors, on a donc un PIB qui accroît. Il faut imaginer que chaque année, c'est l'équivalent d'une Turquie qui est générée par la Chine en termes de nouveaux marchés, de nouveaux PIB. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine, on parle de 400 millions, 600 millions dans 5 ans. Donc, c'est une classe moyenne capable d'acheter des biens équivalents à la classe moyenne française, supérieure à l'Europe et aux États-Unis réunis. Et ça ne fait que croître en plus. L'autre point qui est incroyable en Chine, ce qu'on n'a ni en Europe ni aux États-Unis, c'est que c'est finalement un seul pays. Et ça change beaucoup de choses. C'est 1,4 milliard. Je vois que 1,4 million,
petite coquille que je corrigerai, donc 1,4 milliard de consommateurs. Tout le monde parle mandarin, il faut être clair. Moi, quand je suis arrivé en 99, vous alliez à Canton à Zhengzhou, bon, les gens, ils ne parlaient pas bien mandarin, il faut être clair. Aujourd'hui, tout le monde parle mandarin. Même à Hong Kong, tout le monde parle, quasiment tout le monde parle mandarin. Une même ethnie, d'où d'ailleurs les difficultés sont un peu costauds, l'ethnie Han est assez fière, 92% de la population, donc ça a des impacts bien sûr sur la partie médicale, mais finalement une unité ethnique du pays. Une seule législation, le pouvoir central décide du réglementaire. Par contre, il faut être clair, des applications par région qui évoluent. Il donne des grandes guidances, mais c'est quand même une seule législation. Des plateformes de commerce qui touchent toute la Chine, elles de façon complètement équivalente, l'ensemble de la Chine, et surtout un système de distribution qui est extraordinaire en Chine. De la même ville, vous touchez, et du même stock, vous pouvez toucher toute la Chine sans aucune difficulté. Même en 24 heures, vous êtes capable d'aller dans le fin fond du Xinjiang. Donc, il y a un système de logistique qui est incroyable. Et le dernier point, un système d'appel d'offres national, notamment dans le médical. Vous avez le VBP, c'est national. Alors après, c'est redécliné par région, mais vous avez des systèmes d'appel d'offres qui sont nationaux, ou en tout cas qui se copient les uns les autres et qui permettent un développement très fort. Ce qui fait que celui qui arrive à vendre en Chine va vraiment exploser. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes clients qui commencent la Chine et qui après ont des chiffres d'affaires et qui font 30, 40, 50% de leur CA sur la Chine. C'est assez incroyable par cette facilité. Par contre, les barrières à l'entrée, on les connaît, elles sont très, très nombreuses et complexes. Alors, l'autre point qui est intéressant, c'est que la Chine qui croît, finalement, elle croît avec des approches assez européennes d'un point de vue normatif. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que nos modèles normatifs et notre vision va s'appliquer à la Chine. La Chine considère que nos modèles sont bons. On l'a, par exemple, en ce moment dans l'aviation. Au départ, c'était plutôt américain. C'est en train de devenir aussi un peu européen. Donc, ça veut dire que nos produits ont des atouts et qu'ils croissent en termes d'organisation, en termes de besoins. Et nos produits correspondent à leurs besoins. Alors, avant, il faut être au bon moment du marché, il faut que son produit corresponde au moment du marché, mais le moment du marché va plutôt dans le sens de l'Europe. Donc ça, c'est bon, il ne faut pas rêver, c'est Europe, États-Unis, Japon, c'est les trois, mais l'Europe est importante. Et puis, une réelle appétence pour les produits français. Je rappelle quand même que beaucoup de marques de luxe font plus de 50% de leur chiffre d'affaires en Chine. Donc, les produits français, c'est le luxe, c'est la nourriture. Et donc là aussi, un développement très fort des exports français, alors dès que possible dans les points un peu réglementés comme le bœuf, etc., ou comme tous les produits français qu'ils adorent, que ce soit les fruits de mer, les confiseries, gâteaux, mais aussi les jus, bien évidemment les spiritueux, les vins spiritueux. Donc ça, une vraie appétence. Aller à Bordeaux, même s'ils se plaignent parfois d'un retour de bâton, le succès de Bordeaux sur les 10 dernières années et l'accroissement des richesses, c'est la Chine. Et le dernier point, c'est le système de santé. La France, et c'est pour ça qu'on a ouvert nous, un département VVR médical avec des scientifiques au sein de cette équipe, c'est le système français de santé inspire beaucoup la Chine et nos dispositifs médicaux et notre innovation médicale a vraiment un grand avenir sur la Chine et c'est en train de devenir le premier marché mondial, même s'il y a encore un peu de travail, mais justement il y a des places à prendre, donc ça c'est très intéressant. Après, et on le verra tout à l'heure, que ce soit l'automobile, les green tech, etc. Ils sont très preneurs de la technologie française parce qu'ils savent quand même que l'aéronautique, Airbus c'est français, le nucléaire c'est français, le ferroviaire, bon, même si Alstom n'a pas très bien réussi, ils ont une bonne vision, donc ils ont confiance. Alors bien sûr, number one c'est l'Allemagne, on imagine, mais la France a bonne presse, bonne presse. Par exemple, l'Italie avait une bonne presse au départ, un peu moins bonne presse d'un point de vue industriel aujourd'hui. Alors justement, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que vous avez des innovations dans le monde des green tech. Le problème, c'est est-ce qu'en France, on va tout de suite mettre de l'argent? Est-ce qu'on est premier sur le sujet? Pas forcément. En revanche, en Chine, il y a une politique
colossal qui génère des investissements colossaux dans le développement durable. La Chine a signé la COP21, se donne des objectifs extrêmement ambitieux et tient à les respecter. Alors non seulement parce qu'ils avaient des vraies problématiques internes de pollution et de difficultés sanitaires, hein, il faut être clair, un nombre de cancers, etc., très important, mais aussi parce qu'ils croient beaucoup à ça. Et ça, tous les gouvernements, même Xi Jinping, investissent massivement, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités. Ils cherchent en permanence de l'innovation. Là encore récemment, des Chinois viennent me voir parce qu'il y a une innovation suisse sur des grosses grues qui permettent de capter de l'énergie. Ils sont en permanence à essayer de tester ces innovations sur le marché chinois. Et inutile de dire que quand ça marche, hein, ça se déploie. Donc, consommation électrique, d'ailleurs, eux n'abandonnent pas du tout le nucléaire. Hein, ils ont compris que seul le nucléaire pourrait encaisser le choc électrique généré, un, par les objectifs de décarbonisation et deux, par la voiture électrique et tous les systèmes électriques. Donc là, encore une fois, la France peut, avec ses technologies et son savoir-faire, rentrer sur ce marché. Beaucoup de sociétés dans le monde du nucléaire font essentiellement leur marge en Chine. Donc, point très intéressant, surtout qu'ils ont encore du mal à, on va dire, innover, parce que ça demande un recul industriel qu'ils n'ont pas encore totalement. Le photovoltaïque, en revanche, ça c'est chinois. Ils ont développé un savoir-faire. Il y a certainement des choses à faire. En tout cas, c'était juste pour dire que lorsqu'ils s'occupent d'un secteur, ils peuvent vraiment monter en gamme. Et ça, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui, eux, achètent en Chine des ingénieries pour aller implanter en Afrique, etc. À noter l'idée de faire un partenariat franco-chinois pour attaquer l'Afrique fait beaucoup de sens. J'ai plusieurs clients dans ce sens-là. Et ça marche très, très bien parce que les Chinois sont parfois assez mal vus ou ne savent pas bien gérer, d'ailleurs. Tout ce qui est service après-vente, notamment en Chine. Alors, l'autre exemple, c'est les batteries. On travaille pour une société Tiamat qui fait des batteries très, très particulières. Là encore, la zone de production, la capacité de production, les métaux rares, etc., c'est en Chine. Et la Chine a développé un savoir-faire indéniable, un marché, mais aussi une capacité de production à noter. Donc, si vous êtes dans ces domaines-là, vous êtes obligé de penser à la Chine. Donc, finalement, pour synthétiser, la Chine investit massivement dans l'innovation, veut être en pointe sur la technologie 5G, sur l'intelligence artificielle, sur le train à grande vitesse, sur les technologies de navigation, sur le paiement mobile, les batteries lithium. Donc, si ces mondes-là vous concernent, vous ne pouvez pas faire l'économie de comprendre la Chine et de réfléchir à partenarier avec des Chinois, soit pour vous financer, soit pour accélérer, soit pour vous traiter. En tout cas, ils vont devenir centraux. Il est important de les regarder. Alors, l'autre aspect, c'est que les Chinois ne se contentent pas d'innover chez eux, ils vont investir. Je regardais encore hier Boris Johnson qui dit « Nous sommes pour l'investissement chinois ». Mais ce n'est pas étonnant parce qu'il y a énormément de moyens en Chine et ils investissent pas seulement, comme on pourrait le croire, pour une histoire de soft power, mais vraiment pour l'industrie, pour investir en France, dans des sociétés, pour utiliser leur savoir-faire, leur technologie sur le marché chinois. Et ça, j'insiste là-dessus, tous les exemples que l'on a gérés, il y en a plus de 200. Enfin, non, parce que ce n'était pas tout le temps des investissements chinois, mais on va dire une bonne cinquantaine avec des investissements chinois dans des sociétés françaises. À ce moment-là, c'est systématiquement positif pour la société française d'un point de vue de l'emploi. Parce qu'ils ne pillent pas pour tout faire là-bas. Non, ils investissent dans la société française, mais ils ont besoin des équipes françaises pour faire la R&D en France et pour développer et continuer à développer. Et d'ailleurs, on voit que, là, je crois que c'est 2019 ou 2020, la France est la première destination des investissements chinois en Europe. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est pas négatif. Alors bien sûr, les journaux, ils ne parlent que de l'aéroport de Toulouse, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est Moteur Baudouin, la réalité, c'est des clients nombreux qui aujourd'hui se développent grâce à des investissements chinois. Alors, je pourrais vous citer des clients, MTS, Celsius ou l'autre, mais voilà, donc ayons confiance là-dedans. Parce qu'à l'inverse des Allemands ou des Américains, les Allemands, ils investissent en France, ils délocalisent en
Pologne. Les Américains investissent en France, ils délocalisent aux États-Unis ou en Pologne. Les Allemands investissent en France, ils rapatrient en Allemagne. Les Chinois, ils investissent en France, ils réinvestissent pour pouvoir développer le marché chinois et faire du build-up par la suite. Donc, c'est ça qui est intéressant. L'autre point, c'est que ces entreprises chinoises, lorsqu'elles investissent dans une société en France, elles ont beaucoup de mal à attaquer le marché européen. Elles ont mauvaise presse, elles ne comprennent pas l'Europe. En fait, elles font face aux mêmes choses, aux mêmes difficultés que nous avec la Chine. Pourquoi est-ce que nous, on aura des difficultés à se développer en Chine et que les Chinois auront des facilités à se développer en Europe? Ce n'est pas vrai. Ils ont la même façon, ils ont des difficultés à se localiser en Europe et à se déployer en Europe. Donc, ils ont besoin de ce partenariat avec les sociétés dans lesquelles ils investissent pour attaquer ce marché européen. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je parle du marché européen, mais il faut aussi penser le marché africain, qui est quand même un marché d'avenir, et que les entreprises françaises ont du mal à adresser parce qu'elles n'ont pas forcément les produits. En tout cas, leurs produits ne sont pas assez compétitifs ou adaptés pour le marché africain. En revanche, elles ont ce savoir-faire branding, marketing, relationnel, services après-vente, technologique, suivi, etc., pour le marché africain. Le dernier point, c'est quand même repositionner la Chine dans le monde. La Chine dans le monde, c'est la seule alternative, enfin, c'est pas la seule, mais c'est une grande alternative aux États-Unis d'un point de vue du financement. La Chine investit à peu près autant dans les startups que les USA. Donc la Chine, on le voit ici sur cette dernière slide, c'est l'endroit de l'innovation de demain. Là, j'ai encore un client qui va envoyer toute une équipe en Chine pour développer de la R&D parce que là-bas se passent des innovations. On parle du paiement sans contact, on parle de la reconnaissance faciale, etc. Il faut être au plus proche de ces innovations pour innover aussi en France. Donc la Chine, c'est effectivement la solution alternative et des capacités de financement équivalents aux USA. Alors, ceci étant dit, en conclusion, moi, je dirais que le marché chinois est finalement supérieur au marché européen et américain cumulé et facile d'accès d'un point de vue distribution et opération. Bien sûr, il y a beaucoup de barrières. La Chine détient des grandes capacités de financement. Et enfin, la Chine et les Chinois ont réellement besoin de l'Europe pour se développer sur leur marché intérieur, trouver des nouvelles technologies et être compétitifs, mais aussi pour aller à l'international. Donc la Chine est un très bon marché, un très bon partenaire, à condition de savoir l'approcher, première chose, et deuxièmement, de sortir des idéaux politiques qui ne correspondent pas à la réalité économique et à l'internationalisation des sociétés. Alors, ceci étant dit, je vais vous présenter maintenant 3 business cases. Le premier business case, c'est une société dans les énergies vertes, une société qui avait un projet dans l'éolien très particulier, l'éolien offshore. Et en fait, cette société, pendant 9 ans, a investi plus de 20 millions d'euros pour développer un prototype, finalement. Vous savez, c'est des gros investissements, développer des sous-traitants européens, financement européen, etc. Mais impossible pour cette société de décrocher des marchés en France. On vient enfin de lancer les premières fermes offshore en France. Alors, bon, ça s'est développé dans beaucoup d'autres pays. Et on voit d'ailleurs que quand on lance quelque chose de nouveau, vous avez tout le monde qui bloque, parce qu'il est essentiel de bloquer. Donc la France est difficile pour lancer des pilotes. La Chine, elle est capable de lancer des pilotes qui ressemblent à des séries chez nous, parce que c'est ça le projet. Le pilote chinois était équivalent à une ferme série en France. Et là, par contre, les Chinois, ils ont le projet, ils ont les financements d'État, ils ont aussi les équipes industrielles, ils ont une capacité à terme à localiser par étape la production et finalement à résoudre le problème de l'industrialisation. On a beaucoup de startups françaises qui sont bonnes en TRL 7, 8, mais après, quand il s'agit d'arriver en série et de rester performant et compétitif, on a des difficultés. La Chine est particulièrement performante pour passer de 8 à 9 en TRL. Donc ça, c'est un point très intéressant. Alors, l'autre cas, c'est les sociétés françaises dans le monde du médical. Là, on est dans les implants médicaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du médical, les Américains préemptent toutes les boîtes qui ont un peu de positionnement et créent des mastodontes que l'on connaît et imposent ensuite
leurs tarifs au monde entier. Il faut savoir que les Américains ont vraiment une vision assez hégémonique dans le monde du médical. Et il existe en France plein de belles boîtes, 5, 10, 15, 20 millions d'euros, qui ne veulent pas forcément tout de suite se faire acheter par les Américains, par les gros Américains, ou peut-être que les gros Américains sont devenus concurrents, et qui se cherchent, et qui ont besoin de standardiser, qui ont besoin de grossir pour l'Europe, pour rester compétitif, pour financer de l'innovation, pour financer les enregistrements qui coûtent très cher. Et le marché européen est complexe d'approche, d'abord parce qu'il y a des concurrents dans chaque pays, mais en plus de ça, parce que voilà, il y a des habitudes, des langues, des réseaux qui sont complexes. Là, on voit beaucoup en Chine des gros distributeurs qui cherchent en fait à localiser en Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement chinois pousse pour du Made in China for China. Et donc, sont prêts à investir dans la société en France pour localiser de la production en Chine, mais ensuite aider la France à faire de l'innovation pour être en permanence up-to-date et d'ailleurs payer toute la partie enregistrement, etc. Donc, l'apport de la France, c'est toujours un savoir-faire industriel, un bureau de R&D, des sous-traitants européens de qualité, des KOL européens qui sont rassurants, des produits enregistrés en Europe et aux États-Unis, une marque reconnue. Et la Chine va scaler tout ça, va développer. Et celui qui fait 5 millions aujourd'hui en France va faire 5 millions très vite en Chine. Et c'est ça, enfin très vite, c'est toujours un peu long le médical, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'enfin le marché chinois permet à ces sociétés de passer un cap dans leur développement d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue financier. Et le troisième cas, c'est une société cosmétique que l'on a accompagné. Donc là, on est sur une société qui doit faire 2,5 millions de chiffre d'affaires. Là, on est sur une autre en ce moment qui fait plus dans les 15 millions. Là aussi, le marché européen est intéressant, mais à un moment donné, il y a besoin de passer une vitesse supérieure, de scaler pour atteindre les 50-60 millions qui permettent de devenir vraiment international. À nouveau, le marché chinois est intéressant. Alors la cosmétique, il est aussi très, très difficile parce qu'il y a 2500 marques nouvelles chaque année, 25 000 marques cosmétiques en Chine. Donc, c'est des marchés très complexes. Néanmoins, lorsque le produit est adapté, lorsque c'est le moment pour le marché chinois, aujourd'hui, vous avez des sociétés, des fonds d'investissement et des sociétés chinoises qui ne font que chercher en Europe les marques de demain pour la cosmétique. Et en fait, ils ont le nez, ils savent, c'est leur métier, ils sont prêts à investir. Et là, ils sont prêts parce qu'en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que pour se lancer en Chine dans la cosmétique, 1 euro de chiffre d'affaires, c'est au minimum 1 euro de communication digitale au début. Donc, on imagine, c'est des investissements très importants. C'est 500 000, c'est 1 million d'euros, première année, deuxième année, etc. Et donc là, nos PME françaises qui font 1, 2, 5, même 10 millions d'euros n'ont pas les moyens. Donc, il faut qu'ils s'appuient sur des partenaires. Et ces partenaires, donc bien sûr, la France, le Made in France, c'est très clair. Alors là, l'avantage, c'est qu'ils ne veulent pas localiser en Chine pour l'instant, même s'il y a des petites tensions en ce moment sur les parties réglementaires. Mais bon, on reste quand même dans le Made in France, parce qu'aussi la France, il faut le savoir, au niveau cosmétique, a développé un vrai savoir-faire. Donc, du Made in France, un savoir-faire industriel qui garantit la qualité au niveau des sous-traitants. Un marketing fort, enfin en tout cas une histoire autour du marketing qui est forte, une gamme de produits adaptés, complète, une équipe marketing qui est capable de générer du contenu, une usine, des réseaux de fournisseurs, une équipe projet. Et elle, la Chine, le partenaire chinois, on ne va pas chercher juste un distributeur. On va chercher une grosse marque qui a déjà 2000 points de vente et qui est offline, online et qui est omnicanal et qui est capable de déployer tout de suite la marque sur 100, 600, 2000. C'est comme ça, 100, 600, 2000. C'est la force du modèle. Et ça aussi, ça permet à la société en France de se développer fortement et de devenir un centre de développement, voire même d'être une base pour du build-up d'autres marques cosmétiques en Europe. Donc voilà. Donc en conclusion, puisqu'il me reste 50 secondes, je dirais que il faut se rappeler que la Chine, c'est une culture du jeu de Go. On fait des tests, on positionne des… Donc, il faut être en mouvement. La capacité d'action doit être au centre de la stratégie. Il ne faut pas vouloir anticiper, il faut bouger, il faut avancer en contrôlant ses coûts. L'accès à l'information, c'est au centre. Les Chinois, culturellement, racontent des histoires. On n'est pas dans la logique et la vérité. On est dans des histoires pour amener les gens là où on veut qu'ils aillent. Donc, il faut être dans la captation de l'information pour négocier, pour gérer du projet. On ne peut pas juste écouter ce qu'on nous dit. Et finalement, il ne suffit pas d'avoir une marque ou un savoir-faire unique.
La question, c'est comment je mets les bonnes compétences en place pour passer des étapes. Et le dernier point, c'est que l'idée du win-win, c'est pas win-win, c'est donnant-donnant en Chine. Bien sûr, à la fin, ça devient win-win si les deux ont bien donné, ont bien géré ensemble. Mais si vous attendez que l'autre vous donne, non, c'est donnant-donnant, hein. Et cette approche-là, il faut l'avoir pour bien réussir en Chine. Voilà, merci à vous. J'espère que c'était clair et je vais laisser à Arnaud le soin de donner et de faire partager son expérience. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ou pas? Parfait, Arnaud. Je vais arrêter le screenshot. Ouais. Donc, je vous appelle depuis un salon, c'est pour ça que la vidéo est un peu bizarre avec mon téléphone, mais tout va bien. Donc, je suppose que c'est un public de start-up, hein, c'est ce que j'ai pu comprendre, ou de PME qui veulent aller en Chine. Et effectivement, nous, on a travaillé avec VVR et Camille et ses équipes pendant 2 ans, en 2016 et 2017. Et peut-être un préalable à ça, aujourd'hui, quand vous êtes une start-up et que vous cherchez des financements, on se félicite tous en France que les financements ont changé de taille. Très clairement, vous voyez des sociétés qui sont encore déficitaires et qui font des levées de fonds en centaines de millions d'euros, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Mais ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est qu'il n'y a plus de petites levées de fonds. C'est le corollaire à ces levées de fonds gigantesques, c'est qu'en fait, on est passé en mode ultra sélectif, concours, et que soit vous êtes borne globale, soit il y aura quelques difficultés à financer des tours de table si vous cherchez des 2, 3, 5 millions d'euros et que vous n'êtes pas plutôt sur des scale-up très fortes. Et donc, fatalement, il faut considérer à minima 2 continents et souvent 3, l'Europe, les États-Unis, enfin, l'Amérique du Nord et l'Asie qui, en général, dans beaucoup de marchés, se concentre à 80%, voire plus, sur la Chine. Donc, en fait, il y a un mouvement tectonique des plaques qui est en train de se faire avec un financement qui va tirer les chefs d'entreprise que l'on est vers le haut et seuls les meilleurs, en fait, survivront. C'est un peu l'état actuel des fonds d'investissement quand moi je discutais avec eux. Et bien évidemment, ne pas considérer la Chine dans les marchés dans lesquels vous êtes est sans doute une faiblesse d'un dossier qu'on présenterait à du financement, mais également pour vous en tant que dirigeant, si vous cherchez la croissance, c'est effectivement un marché à regarder, même s'il est complexe. La Chine, nous, on est donc je suis Arnaud Desrentes, le président cofondateur d'ExOS et d'Immersive. On est dans le secteur de la mobilité. Et dans notre secteur, la Chine, c'est 50% des voitures dans le monde sont neuves, sont vendues en Chine. Donc déjà, ça place le décor. Et puisque l'automobile l'ensemble des transports subit une vague très forte d'électrification. Voilà, vous savez, la Chine a l'accès à un certain nombre de matériaux et de minerais et a lancé cette électrification avant l'Europe et avant les États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une position sur la fabrication de cellules, sur la fabrication de véhicules, sur la fabrication de packs batteries, qui est assez dominante, même si voilà, l'Europe ou les États-Unis cherchent à combler leur retard en créant des gigafactories. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on est une start-up, aller en Chine, ça demande une préparation, un accompagnement et un changement d'état d'esprit. Camille l'a très bien résumé. En Chine, il faut être en mouvement. On est vraiment, la Chine, c'est le test, fail, modify par excellence. Le temps ne passe pas pareil. Il y a des choses qui mettent beaucoup plus de temps à se décider que chez nous, mais il y a aussi des choses et des décisions qui sont brutales, qui sont directes et qui peuvent complètement changer un marché du jour au lendemain. Et pour ça, il faut une certaine préparation. Il faut une préparation dans la protection de vos idées, mais la protection, que ce soit du brevet, du secret, du savoir-faire enregistré, sera sans doute pas suffisante. Il faut une véritable stratégie d'accès au marché. Il faut sans doute éviter de commencer par un produit, se dire voilà, on va attendre 2-3 ans et on verra après, parce que sinon, il y aura peut-être des copies de votre produit qui vont venir très vite. Il faut plutôt avoir une stratégie globale, aller là-bas plusieurs fois, comprendre Alors, avec le Covid, c'est compliqué, donc avoir des équipes qui peuvent aller là-bas en tout cas. Comprendre le marché, l'interroger, tester pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, établir une stratégie qui vous permettra d'aller vite avec plusieurs clients.
Tout le monde se parle en Chine. Moi, j'avais été surpris lorsqu'on avait rencontré les clients, en l'occurrence des constructeurs de camions avec Camille. On allait voir un constructeur A, on allait voir le lendemain le constructeur B. Ils savaient déjà qu'on avait vu le constructeur A la veille. Donc voilà, l'aspect des accords de confidentialité ne fonctionne pas comme en Europe ou aux États-Unis, il faut le savoir. Et en fait, voilà, de manière générale, la Chine fonctionne vraiment différemment et on peut avoir été successful dans d'autres pays que la France à l'international, tout en n'étant pas du tout successful, à mon sens, en Chine, si on n'est pas préparé et accompagné. Il faut avoir un mindset, il faut rester hyper ouvert, être ultra compétitif. C'est un marché où il y a 1,4 milliard de personnes. Et donc, dans leur état d'esprit, dans leur formation, dans leurs études, pour avoir les examens puis les concours, c'est vraiment un autre niveau d'exigence que ce qu'on a pu connaître nous, même si on a pu faire des études poussées. C'est encore un autre niveau, c'est un cran au-dessus. Il faut monter de 2 ou 3 divisions en fait, pour survivre en Chine. Et je parle vraiment de survie parce que c'est ultra compétitif, exigeant, demanding. Mais les réussites, par contre, quand il y a réussite en Chine, je pense qu'on peut réussir dans d'autres endroits de la planète. Si je vous donne quelques exemples concrets de ce qu'on a pu faire avec VVR, VVR nous avait été présenté à l'époque par BNP Paribas, puisqu'ils avaient été sélectionnés par BNP pour accompagner les sociétés de BNP Paribas pour aller en Chine. Et donc, c'est notre banque, l'une de nos 2 banques BNP, qui nous avait présenté VVR parce qu'on souhaitait tester en fait notre technologie et on était en phase d'advanced engineering, donc 5 à 6 ans avant la mise sur le marché. Et on sentait que ça commençait à frémir en Chine. Donc, on a organisé avec Camille des sessions de rencontres et VVR nous a ouvert la porte voilà, des 4 plus gros constructeurs chinois. C'était très efficace parce qu'on y allait une semaine, on rencontrait les 4 aux 4 coins de la Chine. Et ça permet d'avoir très rapidement, concentré sur des délais très courts, une vision, une compréhension, une meilleure compréhension du marché, mais comme l'a expliqué Camille, il ne s'agit pas pour un Chinois de vous donner toutes les informations. Le Chinois cherche à vous emmener là où il veut que vous alliez. Donc, ça demande aussi de l'accompagnement sur place avec des personnes qui parlent chinois et qui comprennent les non-dits, qui comprennent le body language des Chinois, qui continuent à échanger après via WeChat, c'est leur WhatsApp, pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière telle ou telle réflexion, telle ou telle remarque, telle ou telle attitude, et qui vont vous permettre à vous, chef d'entreprise français, de décrypter en fait et d'affiner votre stratégie pour les fois suivantes où vous allez retourner, où vos équipes retourneront rencontrer les clients. Dans notre cas, on a eu, voilà, je pense qu'on était au bon niveau d'interlocuteur chez les Chinois, qui avaient des programmes en cours. Et puis finalement, la techno sur laquelle on travaillait, elle n'est pas sortie, mais elle n'est pas sortie au niveau mondial, que ce soit en Europe, aux États-Unis et ou en Chine. Et les Chinois sont plutôt, dans notre secteur, la mobilité, sont plutôt suiveurs. Ils ont 1, 2 ans, 3 ans de décalage avec ce qui se fait en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ça peut être bien pour vous d'avoir déjà des références marchés assez solides quand même sur les marchés européens et américains. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est un plus parce que les Chinois suivent, mais ils suivent plus vite. C'est-à-dire que ce n'est pas les suiveurs européens où déjà on est suiveur, on n'a pas forcément de stratégie d'innovation de R&D, etc. Non, les Chinois, ils sont suiveurs, mais suiveurs business. Ça veut dire que quand ils sentent qu'il y a un marché, ils vont sortir le rouleau compresseur. Et ça va, là, c'est à partir de ce moment-là où ça va à une vitesse folle. Et il faut trouver ce point d'inflexion. Et c'est là où il faut être hyper préparé, avoir les bons partenaires, avoir la confiance. La confiance, c'est crucial dans les affaires en Chine. Et ça se fait avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Et ça se fait plutôt en mois ou en année qu'en semaine. Et par contre, voilà, il faut vraiment préparer le terrain, même si vous vivez la Chine dans 3 ou 5 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller, moyennant les impacts du Covid et les 2 ou 3 semaines de quarantaine. Mais c'est effectivement, pour une introduction de marché dans 2 ou 3 ans, ça veut dire qu'il faut déjà s'occuper de ce marché de manière proactive. Voilà, Camille, je ne sais pas si tu voulais rebondir et si tu avais envie de relancer sur certains sujets pour l'auditoire. Parce que encore, oui. Merci beaucoup, non, Arnaud, c'était très bien. Je vais laisser peut-être à Marc ou aux autres s'ils ont éventuellement, parce que je sais que tu vas devoir partir après, donc s'il y a des questions, je me permets d'ouvrir un peu la porte aux questions s'il y en a. Oui.
Oui, je pense. Merci Arnaud, très, très instructif et je trouve que ta vision nous apporte un éclairage important pour nos startups qui n'imaginent rien que par ton introduction. Je crois que c'était essentiel aussi de voir que les enjeux pour une bonne levée de fonds pour les startups françaises, c'est de considérer l'international dans sa globalité et pas uniquement sur une zone de Ouais. l'international. Donc, oui, je pense que on est là pour échanger. Donc, je pense que n'hésitez pas à poser des questions, soit via le chat, soit comme Arnaud est pris. Si vous avez quelques questions ou quelques remarques que vous aimeriez partager sur son témoignage, n'hésitez pas. Et sinon, on va vous remercier Arnaud on va te remercier pour ta Ouais. disponibilité et en espérant te revoir très prochainement en région Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il y a une petite Sandrine dans le coin quelque part qui a dû te croiser à un moment donné. Donc, voilà. Oui, bonjour Arnaud, je suis ravie de voir ta Bonjour. progression et tu te rappelles, voilà, on s'est connus il y a quelques Tout à années. fait. Ouais, Quand donc il y je suis avait encore ravie deux, de… quand il y avait encore deux régions. C'est ça, donc bravo, voilà, j'en profite, je te félicite et Merci. je suis ravie de voir cette évolution. Et en même temps, j'avais une question, donc Oui. Camille et toi avez parlé finalement de quelques règles de prudence ou Oui. d'adaptation. Dans quel piège on pourrait tomber en tant que start-up française? On est naïfs, nous, les Français. Tous les autres pays, ou beaucoup d'autres pays, sont très orientés business, mais pas que les Chinois. Les Allemands, les Américains, les Anglais sont beaucoup plus orientés business que les Français, je trouve. Et donc, la naïveté du Français qui pense que parce qu'il a une techno, il va transformer ça en euros ou en RMB, ça, il faut vraiment avoir un plan stratégique qui soit focus business. Parce que les Chinois, et ça a été notre cas, on était trop en amont par rapport au marché, 5 ou 6 ans, alors que, encore une fois, ce n'était pas un choix acté par les constructeurs européens ou américains. Alors, je ne connais pas les autres domaines, donc j'en parlerai pas, mais dans l'automobile, aujourd'hui, les Chinois ont 2-3 ans de suivi, mais par contre, encore une fois, sauf sur l'électrique qu'ils ont lancé avant. Donc, ce n'est pas toujours une règle établie. Mais voilà, pour répondre de manière plus courte à la question, c'est évident que la Chine demande un niveau de préparation supérieur sur les protections. Et en même temps, quand on ne prend pas de risque, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire que la meilleure protection, c'est de ne pas y aller, mais c'est se couper d'un marché potentiel énorme. Donc, c'est à l'entrepreneur dans son milieu et dans son écosystème de jauger ses risques, mais ils sont supérieurs, très clairement. Ça, il faut être aussi très clair là-dessus. Je sais que Camille a passé quelques minutes à dire il faut arrêter de dire que les Chinois vont piquer les technos, etc. Malgré tout, je pense que le risque, il ne faut pas dire les Chinois, mais ils sont tellement plus nombreux que de toute manière, même s'il y a le même pourcentage de personnes qui veulent prendre les technos sans les payer qu'en Europe ou aux États-Unis, déjà, de toute façon, ils sont 2 fois plus nombreux que l'Europe, donc on en trouve 2 fois plus. Il faut être… il y a des possibilités en fait d'être accompagné. Voilà, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est y aller tout seul. Ça, c'est le premier piège. Ne pas être acculturé. Ça veut dire que Camille nous a fait d'abord des formations sur ce que c'est la culture chinoise, comment est-ce qu'on se présente à des Chinois, comment va se dérouler le rendez-vous et comment on va le débriefer ensemble. Donc, ne pas être préparé au niveau de la protection intellectuelle, au niveau de la protection des idées, ne pas être préparé au niveau de la culture, vouloir y aller seul et surtout croire que parce qu'on a réussi à vendre en Allemagne et donc on s'est exporté ou aux États-Unis, on arrivera à vendre en Chine. Ça, c'est complètement faux. Donc ça, c'est l'autre erreur qu'il ne faut pas faire. Les Chinois ont, vous le voyez bien, là-bas en Chine, vous ne pouvez pas utiliser Facebook, Google, etc. Il y a un certain nombre d'interdits. Ils sont assez, même très protecteurs. Ils ont envie de développer, Camille l'a précisé, le Made in China for Chinese people. Et donc, il faut leur apporter cette solution-là. Ça veut dire qu'il faut, dès le départ, avoir une idée de collaboration ou de stratégie d'implantation, mais avec un Chinois. Et là, le risque, c'est effectivement le choix du partenaire, le choix des personnes qui vont être en face, parce que chez eux, ouvrir une usine avec votre techno dans la rue d'à côté 2 ans après, c'est pas mal entre guillemets. Donc il faut tout faire en ayant ça en tête, en se disant que c'est ce qu'il faut éviter pour tout le monde. Et donc l'un des conseils que je pourrais donner, c'est de garder dans un produit, par exemple, si je parle de ce que je connais, la
mécatronique, la partie software, il faut que ce soit une boîte noire, impérativement. Ou la partie qui a énormément de valeur ajoutée et qui vous différencie de vos concurrents, c'est celle-ci qu'il faut que vous gardiez impérativement, sur laquelle il faut que vous gardiez le secret. Et c'est pas, voilà, donc dans un produit, dans 100% d'un produit, il y a souvent de l'assemblage de composants que vos concurrents peuvent faire. Comme vous, et c'est pas sur cela qu'il faut se battre. Il faut se battre sur vraiment la très forte valeur ajoutée que vous apportez, et celle-ci, il faut que vous la gardiez. Voilà. Donc ça, ce serait un conseil, c'est identifier les 5% qui font 100% de la valeur ajoutée ou de la différence de vos produits par rapport aux concurrents, et cela, gardez-les bien chez vous. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Alors, je me permets parce que je sais que le temps tourne et que Business France a aussi beaucoup de choses à partager. Donc, merci beaucoup Arnaud. Oui, merci à vous tous. N'hésitez pas, oui, voilà, Camille, je voulais juste te dire aussi, ouais. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à contacter Camille, il a mes coordonnées. Donc, voilà. Oui, je donnerai tes coordonnées avec grand plaisir parce que je sais que voilà. Tu aides beaucoup les sociétés de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci à toi Arnaud. Merci à vous, très bonne continuation. Merci beaucoup Arnaud, merci. Au revoir. Au revoir. Et donc on va continuer cette séance avec Emmanuel Paulet de Business France. Alors ça va être Jérôme Coustan plutôt, parce que c'est notre chef de pôle Tech et Services Business France Chine, donc un peu plus adapté, on va dire, pour la circonstance. Donc je vais lui laisser faire la présentation. Merci. Ouais, voilà. Donc, Jérôme, il faut que Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour. Enchanté. Enchanté, merci Emmanuel pour l'introduction. Emmanuel, qui est donc basé à Wuhan et qui entretient des liens forts naturellement avec la région. Pour ma part, Jérôme Coustan, donc je suis basé plutôt en Chine du Sud, à Canton et à Shenzhen, plus exactement. Je dirige les bureaux Business France de Canton et de Shenzhen. Et je suis également en charge du pôle Tech et Services pour la Chine. Alors, je vais partager mon écran, si vous pouvez le voir apparaître. Vous voyez apparaître la présentation ? Parfait. Merci. Donc, moi, pour ma part, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur la Chine, étant basé par le passé à Shanghai, puis à Shenzhen, pardon, dans le sud, Canton. Un autre passage en France pendant 3-4 ans avec un partenaire qui s'appelle BPI France et un retour en Chine depuis 2017. Voilà. Alors, je vais commencer ma présentation par un élément de cartographie, en fait. Donc, nous travaillons essentiellement sur ce qu'on appelle la Chine continentale, en fait, la Chine en tant que telle, mais également la Grande Chine, qui inclut également Hong Kong, en fait. Et on est dans un système un petit peu particulier, on dit d'un pays, deux systèmes, en fait. Voilà. Donc, je reviendrai un petit peu sur Hong Kong après, puisque c'est un écosystème qui est également assez intéressant pour un certain nombre de startups. Donc, je ne vais pas commenter en détail ces vignettes, puisque là, ce sont plutôt des repères indicatifs au niveau économique et également au niveau géographique. Vous pourrez en prendre connaissance ultérieurement. Juste vous dire peut-être un point d'actualité de contexte, en fait. Donc, la Chine, premier pays à être entré dans la crise en 2020 et le premier à en être sorti. Donc là, on est vraiment dans un contexte de situation sanitaire qui est maîtrisé sur l'ensemble du territoire. Avec un rebond économique qui s'est fait sentir dès la fin du premier semestre 2020, avec une consommation domestique et également une digitalisation de l'économie qui était déjà engagée, mais qui a été catalysée en fait avec l'effet de crise Covid. Donc une digitalisation très très rapide à la fois de l'économie chinoise, de l'industrie et puis des modes de consommation. On reste sur des indicateurs économiques favorables. On mentionnait effectivement que la Chine était inhabituée des taux de croissance à 2 chiffres. Alors 2020, effectivement, on a eu un choc, y compris pour la Chine, donc avec une croissance ralentie, mais quand même positive de l'ordre de 2,3%, et également des prévisions de croissance qui restent encourageantes pour 2020 de l'ordre de 8%. Des activités industrielles également au plus haut, donc à la fois sur la production industrielle, mais également sur la consommation intérieure, et également, ce qui est important de noter, sur des importations de 2020 qui sont supérieures à celles de 2019 en glissement annuel. Donc certes, la Chine exporte, la Chine produit, mais elle importe également. Des commentaires également d'un certain nombre de nos filiales françaises implantées en Chine qui indiquent pour une grande partie d'entre elles avoir rattrapé les niveaux d'activité d'avant-crise, en fait, donc à la fois par rapport à du développement d'activité sur la Chine, parce que bon nombre de nos entreprises sont basées en Chine, nos entreprises françaises sont basées en Chine pour servir le marché chinois, essentiellement.
et une prospection également que l'on conduit de façon digitale pour les entreprises qui est tout à fait possible en Chine, compte tenu de la fermeture des frontières. Je vous rappelle qu'effectivement, à l'heure actuelle, les frontières avec la Chine restent fermées, d'où effectivement une difficulté en matière de venue de la part d'entreprises françaises, mais qui sont comblées néanmoins par rapport à une prospection qui est conduite à distance et également avec des relais qui peuvent être basés en Chine ou identifiés en Chine. Passer à la vignette suivante pour vous redonner quelques indicateurs également. Donc, on a parlé du marché d'1,4 milliard d'habitants naturellement, une économie numérique très importante, à peu près 40% du PIB chinois, plus d'1 milliard d'internautes, avec des utilisateurs également en termes de paiement électronique qui sont de l'ordre de plus de 800 millions en fait. Donc, on voit effectivement une appropriation technologique aussi qui est extrêmement rapide en Chine. On a parlé également de l'innovation de la R&D, donc un peu plus de 2,4% du PIB. Également le premier rang mondial en termes de dépôt de brevets devant les États-Unis. Donc, avec effectivement un développement très, très rapide en matière d'innovation. Donc, pour commenter ces indicateurs, je dirais également des impulsions publiques qui sont très fortes au niveau Chine, que ce soit au niveau national ou au niveau local, donc avec des directives qui sont données par les autorités chinoises et qui donnent effectivement également à certains secteurs l'occasion de se développer plus fortement, donc avec des orientations stratégiques qui sont dessinées au niveau national et au niveau local. Sur la vignette suivante, je vous présenterai un peu plus les écosystèmes locaux. On a parlé effectivement d'une Chine sur un pays unifié, mais également avec un certain nombre d'écosystèmes, je dirais, dans les grands centres urbains. Je vous redécrirai juste après. La Chine se positionne également comme un laboratoire en fait, pour les nouvelles technologies. On parlait tout à l'heure des véhicules nouvelle énergie, sur l'énergie électrique, effectivement, où là, il y a une avance assez importante en matière de développement de parcs automobiles, en tous les cas en 100% électrique. À titre d'exemple, sur la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, le parc taxi et bus est 100% électrique déjà depuis un peu plus d'1 an, 1 à 2 ans en fait. Donc il y a eu un basculement total sur l'électrification du parc automobile, en tous les cas pour les taxis, mais on voit effectivement que la Chine se positionne de plus en plus comme un laboratoire pour les nouvelles technos et ses usages. On le voit aussi dans le domaine du retail tech. Alors, vignette suivante, je vous présente rapidement un petit élément de cartographie en fait, avec des écosystèmes en Chine, donc avec Pékin, la capitale, dans le nord, et un certain nombre de villes comme Wuhan, Chengdu, Shanghai, Hangzhou au centre et à l'ouest de la Chine, et enfin Canton et Shenzhen dans le sud. On voit qu'au niveau de ces différents écosystèmes se dessine également un certain nombre d'industries, notamment Pékin qui concentre de la R&D, de l'Internet, du e-commerce, sur des gros sites effectivement, et des licornes qui sont montés au cours des 3 dernières années. Shanghai a une concentration également d'acteurs dans le domaine de la microélectronique, du e-commerce, également dans le domaine des jeux vidéo. Wuhan, qui est un bastion également dans le domaine de l'optoélectronique, optoélectronique, laser, photonique, naturellement. Chengdu qui concentre des activités plutôt dans le domaine du jeu vidéo, également de l'électronique, puisqu'on a aussi des vagues un petit peu d'investissements chinois, cette fois-ci, qui partent également de la bande côtière vers le centre de la Chine aussi, puisque une certaine partie de la bande côtière devient extrêmement coûteuse également, on l'a rappelé tout à l'heure en matière de salaire ou en matière d'immobilier au niveau des terrains. Donc on a également des vagues un petit peu, je dirais, de délocalisation en quelque sorte de la bande côtière chinoise vers le centre de la Chine également. Canton, Shenzhen qui concentre bon nombre d'acteurs dans le domaine du e-commerce, de l'électronique, de la microélectronique. On a parlé effectivement d'ateliers ou d'usines du monde. Le Guangdong concentrait jusqu'à peu effectivement un bon nombre d'industries dites exportatrices également et constituait une grande partie de l'usine du monde, telle qu'était cette image qui collait à la Chine. Voilà, je vous parle quand même d'Hong Kong, puisque c'est assez intéressant. Il peut y avoir des liens également et il y a de nombreux liens naturellement entre Hong Kong et la Chine continentale, en particulier dans le domaine des fintech, des services, des logiciels, toute la partie software également, et avec des liens très très forts, que ce soit des liens économiques, des liens également en matière de structuration d'entreprise, et sur certaines sociétés qui ont également des velléités de développement depuis Hong Kong vers la Chine continentale ou vers d'autres pays de l'ASEAN. Donc ce sont des schémas qui sont intéressants aussi à prendre en compte. Un focus également sur l'innovation, on en a beaucoup parlé ce matin.
en insistant aussi sur la transition en fait, de l'image d'usine du monde. On produisait en Chine des produits à bas coût, désormais vers des produits beaucoup plus qualitatifs, avec une modernisation de l'industrie en fait, côté chinois. Donc on est sur des produits beaucoup plus qualitatifs et surtout innovants en fait. Donc il y a plusieurs schémas qui ont marqué la Chine. On passe d'un modèle de Made in China à Made by China. On voit effectivement un certain nombre de groupes qui développent des produits, qui font du branding, du marketing adapté, etc. Également du Made in China au Bought by China. Donc ça, c'est important également, comme je le mentionnais initialement, sur le fait, effectivement, que la Chine importe encore massivement un certain nombre de produits, des produits de consommation, mais également des produits dans le domaine industriel ou dans le produit des tech. Donc des nouveaux modèles de développement avec une digitalisation très très rapide en matière d'acteurs et de processus, et l'émergence de nombreux grands comptes tech chinois également, donc des licornes qui se développent très rapidement. Je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont été cités précédemment, mais en tous les cas, effectivement, un vivier d'entreprises de plus en plus conséquent avec des possibilités en matière de partenariat, des possibilités également en matière d'action hors Chine. On en a parlé tout à l'heure aussi, sur la capacité qu'il peut y avoir à travailler avec un groupe chinois pour attaquer des marchés tiers. Ça peut être effectivement un partenariat qui peut être noué entre une entreprise française et une entreprise chinoise pour développer un courant d'affaires sur un marché tiers, en Afrique, au Moyen-Orient, au Maghreb ou sur d'autres continents naturellement. Alors, on voit néanmoins quand même un suivi très très attentif de la part des autorités chinoises sur la croissance de ces entreprises tech chinoises, qui peuvent parfois un peu inquiéter sur des dimensions financières, sur des dimensions de monopole, parfois aussi sur certains domaines applicatifs en fait. Donc un contrôle un peu plus accru, mais on dirait plutôt sur les grands comptes en fait. Voilà, sur les grands comptes, donc avec des marges de manœuvre assez intéressantes sur des entreprises qui sont plutôt dites de rang 2 ou 3, qui attirent également un certain nombre de fonds d'investissement, de VC, notamment dans le e-commerce ou la logistique. Sans rentrer dans le détail, je dresse ici effectivement les secteurs dits porteurs ou les filières qu'on analyse comme prioritaires en Chine, en particulier la microélectronique, l'IoT, le hardware, le retail tech, le domaine des industries culturelles et créatives également, et tout le domaine de l'industrie du futur. Donc, je vais vous représenter sur 4 vignettes suivantes un focus sur quatre sous-secteurs en fait, pour illustrer effectivement en quoi ces secteurs sont porteurs et en quoi ces filières sont prioritaires. Alors, premier secteur, la microélectronique. Donc là, ça défraye également la chronique au niveau mondial sur les pénuries en matière de semi-conducteurs, donc pénurie aux US, pénurie en Europe, mais également pénurie en Chine, donc avec la volonté de développer également des plans d'action assez importants en matière de développement de l'ensemble de la chaîne de microélectronique, que ce soit les fonderies, la R&D, le design, en fait, où on voit l'émergence de nombreux projets en Chine. Donc c'est un marché qui représente plus du tiers du marché mondial, avec des importations en matière de semi-conducteurs de puces qui sont toujours de l'ordre de plus de 350 milliards par an, en fait. Voilà. Et là, on retrouve encore ce concept d'innovation avec le souhait de monter en gamme en matière de design, de conception et de diversifier les approvisionnements. Alors, il y a toujours une ambition, effectivement, de produire localement, mais avec des équipements qui peuvent être importés de l'étranger, des technologies, des savoir-faire et des coopérations qui peuvent se mettre en place dans ces segments-là, avec des besoins qui sont extrêmement importants dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, électronique, dans tout le domaine de la mobilité, on en a parlé tout à l'heure, et avec une reconnaissance forte de ce savoir-faire sur toute la chaîne du savoir-faire français, en fait. Donc la France, ce n'est pas que le fashion, les vins et spiritueux, effectivement, il y a une reconnaissance également sur les produits tech français, et en particulier sur un certain nombre de segments d'activité, dont la microélectronique, et cela sur l'ensemble des composantes de la chaîne de valeur. À noter également, je le mentionnais tout à l'heure, sur les impulsions publiques en fait, qui sont assez importantes en Chine. Et en Chine, il y a des orientations stratégiques également qui sont définies dans le cadre de plans de développement, dans le cadre d'un plan quinquennal notamment, mais également sur des plans du type Made in China 2025, qui vont effectivement encourager financièrement, mais également encourager et orienter en tous les cas les investissements vers ces secteurs stratégiques. Mais ça, on le voit dans le 14e plan quinquennal chinois, qui a débuté cette année, sur effectivement la volonté de développer certains sous-segments, dont la microélectronique. Je présente rapidement également une vignette sur l'industrie du futur et avec un certain nombre de composantes en matière d'IoT, de robotique ou d'IA en fait.
Donc, on parlait de la transition de la Chine, de l'atelier du monde, effectivement, vers une image beaucoup plus moderne et une modernisation de l'industrie. Donc ça, c'est une réalité, en fait, hein, avec une modernisation, surtout au cours de ces 5-10 dernières années, en fait, avec beaucoup plus d'automatisation. Donc, on peut toujours avoir à l'esprit, effectivement, des grandes usines chinoises avec un nombre infini d'opérateurs, mais là, on bascule quand même sur des schémas avec beaucoup plus d'automatisation, de robotique, dans tous les secteurs d'activité, en fait. Que ce soit sur de la production automobile, de la production aéronautique, de la production de produits agroalimentaires. Donc, beaucoup plus d'optimisation au niveau des process de production, au niveau des chaînes, de la qualité également, hein, on en a parlé aussi, hein, donc avec une augmentation au niveau de la qualité, de la traçabilité des produits, donc ça c'est de plus en plus important également, et donc avec des opportunités et des besoins en matière d'IA, de big data, de solutions logicielles, de logistique, et on le retrouve également dans le domaine de l'IoT, on va dire domestique en fait, donc avec une croissance assez importante et des besoins dans le domaine de smart home, smart industry. Donc, je passe à la vignette suivante. Là, je voulais montrer l'importance également du e-commerce ou du retail tech en Chine. On a parlé tout à l'heure un peu plus d'1 milliard d'internautes, 780 millions de cyberacheteurs. Donc ça, c'est une caractéristique qui est importante à noter également, c'est qu'on est sur une population chinoise qui est extrêmement connectée, qui passe beaucoup de temps sur son téléphone mobile et qui réalise de nombreux achats en fait. Donc on est plutôt sur une population de mobinautes plutôt que d'internautes au final, hein, avec la réalisation de nombreuses opérations à partir d'un mobile et de nombreux achats à partir d'un mobile. Donc ça, c'est important à prendre en considération aussi au niveau des entreprises, en termes de communication, en termes de marketing, en termes d'application. Beaucoup de choses se passent sur le mobile. Donc, pour revenir effectivement sur les grands chiffres en matière de e-commerce, une progression également des ventes de produits importés à travers surtout du e-commerce cross-border. Donc, on a cette activité qui s'est fortement développée au cours des 5-8 dernières années en Chine. Et l'importance aussi, qui a été rappelée tout à l'heure, du marketing digital, en fait, en matière de communication. Nos collègues rappelaient tout à l'heure, effectivement, l'importance en matière de chiffre d'affaires rapporté, en fait, à l'investissement en termes de marketing. Donc ça, c'est une notion qui est extrêmement importante à prendre en compte, en fait, au niveau de la communication et de la manière de communiquer en Chine. On perçoit effectivement un certain nombre d'opportunités en matière, comme vous le voyez sur le tableau de droite, en matière de traçabilité, de profilage client, d'intelligence artificielle. Et à noter également que sur le volet Retail Tech, la Chine a quand même également une certaine longueur d'avance, avec quelques grandes plateformes e-commerçantes, comme Alibaba, Taobao, VIP ou également JD.com, en fait, donc, qui ont pu développer aussi un écosystème assez important en matière de Retail Tech, ce qui les entoure, sur beaucoup de boutiques automatisées aussi. On trouve de plus en plus de l'automatisme dans des supérettes, dans des boutiques d'achat, sur la reconnaissance faciale qui est assez développée aussi au niveau des achats. Donc là, également, des possibilités, je dirais, de coopération aussi avec certaines entreprises chinoises, pas uniquement pour le marché chinois, mais également sur des marchés tiers ou sur l'intégration d'un certain nombre de solutions pour pouvoir conquérir des marchés tiers avec une société chinoise. L'évolution de la classe moyenne également, qui tire naturellement la croissance et puis la croissance en matière de consommation. Je terminerai au niveau des secteurs porteurs, mais il y en a d'autres naturellement, par celui des industries culturelles et créatives en fait. Qui dit hausse du pouvoir d'achat dit hausse des possibilités également en matière de diversification culturelle et de consommation de produits et de services culturels. Donc là, on voit un développement massif en matière de salles de spectacle, d'équipements, de musées, d'exposition, donc avec un marché de la culture qui est vraiment en pleine expansion. Et là encore, un savoir-faire côté français qui est reconnu, donc à la fois sur la partie service, mais également sur la partie produit, en matière d'intelligence artificielle appliquée à la culture, sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée également, sur les visites à distance de musées. Donc là, ça a été dopé également, naturellement, compte tenu de la crise Covid, du Covid, sur la nécessité quand même de consommer du bien culturel, mais en le faisant à distance. Voilà, je vais conclure avec 3 dernières vignettes, avec des notions qui ont été rappelées par nos différents intervenants. Donc c'est bien, on est vraiment en phase. Donc comme ça témoigne effectivement des sujets clés pour la Chine. On vient en Chine en étant préparé et en mettant en place des actions vraiment dans la durée. Donc prospecter le marché chinois, ça nécessite prospecter le marché et se développer en Chine, ça nécessite une approche à la fois structurée, une approche également en séquence, avec des phases de préparation, de compréhension, d'adaptation, donc d'agilité également, et d'ajustement en fait. Voilà. Donc on peut venir effectivement avec un premier business plan, mais il faut savoir que ce business devra
nécessairement être adapté en fonction effectivement des différentes séquences. Donc ça, il faut pouvoir jouer également en termes d'agilité. Et un point qui est extrêmement important également, c'est que venir en Chine, ça nécessite aussi un investissement en matière de RH et en matière financière, donc d'avoir des équipes dédiées ou d'avoir des relais sur place également. Tout comme VVR, effectivement, Business France propose aussi des programmes structurés pour nos entreprises. Nous avons notamment un programme qui s'appelle Impact, que l'on mène conjointement avec la Team France Export et BPI France, et qui permet encore une fois d'avoir une action séquencée pour nos entreprises tech. Et là, je vais souligner peut-être juste des points également en matière de préparation. On ne le soulignera jamais assez, effectivement, il faut venir préparer, donc avec une meilleure connaissance en matière d'environnement juridique, en matière de propriété intellectuelle, de communication et d'interculturel également. C'est très important d'être préparé aussi sur le volet interculturel pour éviter effectivement certains écueils au moment où l'entreprise fera son déplacement en Chine. Les recommandations, atouts et profils des entreprises à potentiel en Chine, en fait. Donc, avoir en premier lieu une offre innovante ou qui présente des produits de niche avec une vraie valeur ajoutée. De séquencer aussi un peu sa valeur ajoutée, c'est ce qui était précisé tout à l'heure par le témoignage entreprise, de ne pas venir avec une techno et diffuser l'intégralité de la techno. Donc là, de bien garder une longueur d'avance et de maîtriser également sa valeur ajoutée dans son produit, de garder une longueur d'avance, c'est ça qui est important. Les choses vont vite en Chine. Consacrer naturellement des moyens financiers et humains pour ces projets. Être préparé également sur le fait que les retours sur investissement peuvent être plus ou moins longs, en fait. Donc le retour sur investissement ne se fait pas sur une période courte. Donc là, il faut de la patience, de l'adaptabilité, et on revient sur l'élément de la deuxième phrase, sur les moyens financiers aussi, pour se préparer à ce volet-là. D'avoir des offres modulables. On peut venir effectivement avec un couteau suisse, une techno type couteau suisse avec toutes les fonctionnalités dans l'offre, mais finalement, ce n'était pas toutes les fonctionnalités qui vont intéresser le partenaire ou l'entreprise chinoise. Donc là, il faut pouvoir aussi avoir des offres tiroirs et modulables en fonction des besoins. C'est ça qui est important aussi, de bien comprendre les besoins qui peuvent être exercés en Chine et d'arriver avec une offre qui soit adaptable. Communication et marketing adapté. En Chine, on parle chinois, effectivement. Donc là, sur un certain nombre de solutions technologiques, il faut bien penser à la translittération au niveau de sa marque, mais également sur la traduction de son application, de ses outils, etc. Et d'avoir une approche, je dirais, en Chine progressive et régionale. On ne peut pas attaquer tous les écosystèmes à la fois, donc il faut pouvoir y aller de façon graduelle. D'avoir une approche RH aussi adaptée. Donc là, je reparlais de la formule du volontaire international en Chine. Alors pour le moment, les frontières restent fermées et les affectations de VIE restent encore compliquées sur la Chine, mais c'est une formule, dès que les frontières sont ouvertes, qui est extrêmement intéressante et plébiscitée par nos entreprises. Sachant que le VIE reste encore ouvert sur Hong Kong. Donc ça peut être déjà une première étape vers la Chine. Les points de vigilance, et c'est par ces éléments que je conclurai cette présentation. L'arrogance à proscrire, en fait, donc d'avoir toujours une démarche progressive et constructive, en fait. Penser que la Chine n'est pas innovante. Donc là, il faut effectivement sortir de ce mode de pensée qui pouvait être semi-vrai il y a une vingtaine d'années, et encore, ça dépendait effectivement des secteurs d'activité, mais ce n'est pas le cas. Il y a d'importants moyens qui sont consacrés. On a vraiment l'émergence effectivement de champions nationaux aussi au niveau technologique, au niveau produits de consommation également. Venir sans être préparé, ça ne répétera jamais assez, effectivement, de pouvoir en amont travailler sur les sujets en matière de propriété intellectuelle, d'interculturel, sur le volet financier. Ne pas être capable de s'adapter. Donc, effectivement, on arrive avec un produit, on arrive avec une solution. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, peut-être qu'il faut une offre modulable et surtout adaptée au contexte chinois et à la demande locale. Prospecter et venir sans avoir de produits ou d'offres disponibles. Donc ça, c'est un point aussi, une sensibilité en fait, dans la mesure où effectivement, si le produit, ou en tous les cas la présentation du produit va intéresser la partie chinoise, il va y avoir la nécessité de pouvoir avancer assez rapidement et de pouvoir délivrer assez rapidement également. Enfin, je conclurai également sur le firewall chinois. Donc, ayez à l'esprit également qu'il y a un certain nombre d'applications, un certain nombre d'outils en fait, qui ne sont pas disponibles en Chine. Ça, il faut en tenir compte dans sa communication et dans ses systèmes d'information et dans la manière dont vous allez déployer vos solutions en Chine. Donc, Google, effectivement, n'existe pas, Facebook n'existe pas. Il y a des équivalents chinois et il faut pouvoir travailler avec ces équivalents. Voilà, je terminerai cette présentation par ces quelques éléments et puis naturellement, je reste à votre disposition avec l'ensemble des intervenants pour les sessions de questions-réponses.
Merci Jérôme. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une petite question pour vous, Jérôme, plus générale. Je ne suis pas du tout soucieux. Combien de personnes travaillent aujourd'hui pour Business France sur la Chine? Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas redonné ces éléments en entrée de jeu. Donc, au niveau de Business France, nous sommes à peu près 90 personnes sur la Grande Chine. Alors, la Grande Chine, c'est la Chine continentale classique, telle qu'on l'entend, plus Hong Kong. En fait, 90 personnes. On est répartis sur 7 bureaux. Donc, Pékin, Shanghai, Wuhan, Chengdu et 3 bureaux en Chine du Sud, donc entre Canton, Shenzhen et Hong Kong. On travaille sur différents pôles d'activité. On a 4 pôles d'activité principaux sur l'agroalimentaire, sur les techs, les services, l'industrie et également les produits de consommation et santé, en fait. Et sur chacun de ces pôles et de ces univers, en fait, nous avons des équipes spécialisées et dédiées qui travaillent uniquement sur ces activités. Et on a également la composante Invest qui est représentée pour Business France en Chine. Donc, la composante Invest, c'est également toute la partie conseil et appui aux démarches d'entreprises chinoises qui ont des projets de développement en France. Donc, c'est la détection effectivement de projets chinois pour de l'implantation en France et de la mise en relation avec différentes régions en France, donc différents partenaires régionaux, pour voir les capacités effectivement d'accueil de ce type d'investissement. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, qui a été souligné aussi dans les différentes présentations, en fait, sur l'internationalisation également des entreprises chinoises et sur leur capacité aussi, naturellement, soit à mettre en place des structures industrielles, des structures bureaux, à développer une activité commerciale en France, pour la France ou pour l'Europe ou pour des pays tiers. Je pense notamment à l'Afrique, au Moyen-Orient ou à l'Afrique du Nord. Donc, de développer également de l'emploi en France. Et là, nous avons des équipes qui sont dédiées aussi sur cette partie accompagnement pour des entreprises chinoises. Et juste en complément, donc la région de Nouvelle-Aquitaine a un partenariat avec la région Centre-Chine du Roubaix depuis bientôt plus de 20 ans, on va dire, et avec une convention, on travaille une convention entre Business France et la région de Nouvelle-Aquitaine. On a au sein des équipes de Business France Wuhan une collaboratrice qui est Jodine, qui est dédiée là pour l'accompagnement et l'aide pour cette entreprise de Nouvelle-Aquitaine, avec la détection d'opportunités et puis du partage d'informations. Et effectivement, ça a été mentionné, il y a un autre dispositif qui existe pour la route des lasers hyperfréquence, si je ne dis pas de bêtises pour le H, avec Balthazar Boyer qui est connecté, il me semble, qui lui est effectivement également en Chine depuis de très nombreuses années et basé à Wuhan. C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une peut-être, Marc, si tu permets. Je ne suis pas une start-up, je vais laisser la priorité quand même aux start-up pour s'exprimer, mais elle fait directement le lien avec le dernier point qu'a présenté Jérôme. Et je voulais en profiter aussi pour remercier les 3 intervenants. Ils ont été tous très convaincants pour aller en Chine, je les remercie. Sur le dernier point de Jérôme qui insistait sur le fait que voilà, certaines applications n'étaient pas accessibles, effectivement, en rappelant que les réseaux sociaux type Facebook ou Google, par exemple, n'étaient pas accessibles. En effet, c'est un point, mais j'ai aussi connaissance que quand on veut avoir un site web, on est obligé de trouver un hébergeur local, de passer par un hébergeur obligatoirement local pour avoir son serveur hébergé de cette façon-là, et aussi d'avoir une obtention d'une licence ICP pour pouvoir là aussi interfacer son système d'information sur les autres systèmes d'information compatibles avec ceux des Chinois. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, tout à fait. Oui, c'est une réalité en fait. Pour pouvoir opérer sur les sites web en Chine, il faut une licence ICP et être en Chine. Et après, il y a effectivement aussi, comme souligné, des data compliance en fait, sur la gestion des données en fait. Donc, pour une entreprise étrangère qui a des activités en Chine, il y a également une nécessité de data compliance et de conservation des données data clients en Chine en fait. Donc ça, c'est important également, avec la mise en place aussi progressive qui a été annoncée il y a quelques mois aussi d'une RGPD chinoise en fait. Voilà. Et donc là, on passe par un prestataire, j'imagine, dont vous disposez des listes pour pouvoir opérer cette… C'est vraiment au cas par cas, parce qu'il faut effectivement, quand il y a une licence ICP, en fait,
ça engage effectivement la partie qui détient la licence ICP, donc elle peut pas faire n'importe quoi aussi au niveau des entreprises qu'elle peut accompagner à travers cette licence. Mais il peut y avoir des mises en relation qui peuvent être faites effectivement avec des sociétés qui proposent ce type de solutions et de services. Alors après, en fonction du degré de maturité de l'entreprise, ça reste important aussi d'envisager une forme de représentation un peu plus pérenne et puis qui peut permettre aussi d'avoir un peu plus d'activité en fait, puisqu'après, effectivement, il y a une nécessité quand même pour l'entreprise lorsqu'elle veut rentrer dans des éléments type mini-programme, WeChat, etc. Donc de rentrer dans l'univers aussi de la communication chinoise, d'être enregistré aussi en Chine en fait. Ça, certains partenaires ne peuvent pas toujours le faire en fait. Donc il y a cette nécessité, puis cette vigilance accrue en termes de contrôle aussi sur la manière d'opérer en matière de communication et autres, et sur les licences qui sont accordées. Donc on reste sur un univers aussi normatif qui est de plus en plus mature en fait en Chine. Il y a encore une quinzaine d'années, il y avait peut-être des univers juridiques qui étaient en train de se consolider, de se construire en fonction des secteurs d'application. Mais là, on voit effectivement qu'on a quand même des règles précises qui se formalisent de plus en plus, et avec la nécessité effectivement pour les entreprises étrangères, mais pour les entreprises chinoises, tout le monde est rangé au même rang, d'être compliant le plus rapidement possible aussi. Oui, tout à fait. Alors, pour rajouter à ce que tu viens de dire, je dirais qu'on voit bien le besoin d'avoir un partenaire qui est spécialisé dans son domaine et de réfléchir avec son organisation et ses ambitions sur ce qu'on veut lui déléguer et ce qu'on va vouloir intégrer. Et c'est ces deux points qu'il faut bien réfléchir, et c'est ces deux points qui vont décider la typologie de partenaire, mais derrière aussi les business models. Donc, c'est assez facile de mettre une organisation en place, mais par contre, il ne faut pas se tromper de partenaire, il ne faut pas se tromper surtout sur sa propre capacité à intégrer ou à ne pas intégrer telle ou telle fonction, et accepter d'intégrer par étapes, ce que disait très bien M. Coustan, sur le côté séquentiel de l'intégration en Chine. Le micro est coupé, Marc, on ne t'entend pas. Voilà, c'est déjà, j'ai peur de vous parler. Je suis vraiment ravi et je suis toujours ravi de ces échanges que j'ai avec vous qui êtes sur Zone en Chine, Business France, Camille. C'est toujours hyper instructif et tellement, ça me donne tellement envie et malheureusement un peu frustré en même temps parce que voilà, tellement intéressant, mais tellement effrayant pour nos boîtes. Et donc, il faut passer par ces étapes. Et c'est notre objectif de sensibiliser nos entrepreneurs, de sensibiliser l'écosystème, parce que finalement, il y a beaucoup de représentants de structures de l'écosystème présents aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi important pour nous de bien comprendre les enjeux pour pouvoir restituer et mettre en confiance nos entrepreneurs. Donc, un grand merci à vous. J'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir voyager avec mes collègues qui sont ici présents, les autres technopoles, vers la Chine, et puis de sentir sur le terrain, parce que mon dernier voyage m'a donné une claque comme j'en ai rarement pris une sur un voyage à l'international. Et la Chine est un pays qui bouge, qui est innovant, on devrait même s'inspirer de leurs innovations pour les amener en France, alors qu'on est encore dans un mindset où on pense que nous avons les innovations, qu'il faut les vendre là-bas. Je crois qu'il va falloir regarder les choses par un autre prisme. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi des gens d'autres régions qui sont là. Je suis ravi de vous voir parmi nous, parce que je pense que ce qui est aussi important d'appréhender quand on fait de l'international, de grands exports sur des territoires comme la Chine, la France, on est petit. La région, on est petit. Donc, si on peut aller à plusieurs régions ensemble, ça sera encore mieux, parce que là, je crois qu'on marquerait des points. Donc, voilà, merci messieurs. Merci à Business France. Merci à toute l'équipe d'Emmanuel, Jérôme, j'en oublie probablement. Et merci à toi, Camille. Et je n'oublierai pas de remercier aussi Arnaud qui nous a déjà quittés. Mais merci et à très vite, je l'espère, sur la Chine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci bien. Merci beaucoup.